Bonjour. Bonjour, je suis Luc Baudin, je suis docteur en médecine, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans, je suis diplômé en cancérologie clinique et mes spécialités ont été nombreuses en médecine naturelle, depuis la phytothérapie, l'aromatothérapie, la nutrition, micronutrition, l'ostéopathie, la microimmunothérapie, etc., etc. Je vous passe la liste parce qu'elle est longue et fastidieuse et sans... Je me suis aussi beaucoup intéressé sur la puissance de la pensée, sur l'effet de la pensée sur le corps et également sur bien d'autres éléments dont j'aurai l'occasion de vous parler au niveau de ce protocole ARM. Et alors, il y a quelques années, je travaillais dans un journal qui s'appelait Révélation, Santé et Bien-être. Et l'éditeur en chef me propose un sujet qui était, somme toute, un petit peu éloigné de mes préoccupations de l'époque, qui était, est-il possible de gagner 10 ans de vie en bonne santé? L'idée n'était pas de prolonger la vie, c'était surtout de prolonger 10 ans de bonne santé dans ce qui nous était donné de durée de vie. J'ose dire que j'ai pris le sujet à cœur et qui m'a semblé très intéressant parce que c'était un sujet dont je n'avais pas beaucoup évoqué jusqu'à présent, que je n'avais pas beaucoup travaillé, bien que tous les médecins œuvrent pour leurs patients dans ce sens, mais j'ai trouvé que c'était intéressant et j'ai commencé à écrire cet article et avec la rédaction du journal, on a monté ce qu'on appelle le protocole ARM que je vais vous décrire tout à l'heure, dans quelques instants. Et c'est vrai que une fois que l'article est sorti, je me suis dit, bon, l'article c'est toujours limité au nombre de mots, de pages, etc. On peut pas écrire tout. Et je me suis dit, je vais continuer de creuser cette idée qui me semble vraiment intéressant, ce que j'appelle souvent le bien vieillir, donc gagner 10 ans de vie, et pourquoi pas le long vieillir. Donc, et c'est vrai que quand on y pense, c'est vrai, c'est le vœu de chacun, au moins de bien vieillir. Il y en a le long vieillir, tout le monde n'y aspire pas, mais au moins le bien vieillir, au moins qu'on puisse être actif, autonome pendant toutes nos durées de vie, toutes nos années de vie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais vous montrer comment c'est possible, et ça, c'était un cheminement personnel à travers cet article et après cet article, au-delà de ce que j'ai fait. C'était un cheminement personnel. Et là, ce que je vais vous donner, c'est bien sûr le fruit de mes observations et de mon expérience, mais surtout, il faut bien savoir que tout ce que je vais vous dire aussi est le résultat d'études médicales, scientifiques, qui nous l'ont prouvé. Alors, c'est évident que on entend parler partout. Les éléments clés, on commence toujours par l'alimentation et on commence aussi par le mode de vie. Donc c'est exact. On va avoir l'occasion de développer ces deux éléments-là, qui sont des éléments de base dont on entend parler, mais il est intéressant quand même de remettre un petit peu, de replacer, d'expliquer les choses un petit peu plus en détail, à mon sens, parce que c'est des éléments qui ont vraiment prouvé le bien fondé sur la qualité de vie. La qualité de vie sans maladie, j'entends. Alors, c'est intéressant, mais ce n'est que partiel, là encore, parce que il y a tout, vous savez, nous sommes des corps, nous sommes formés d'un corps, mais nous sommes formés aussi d'un esprit, d'une conscience. Et comme on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Et donc, c'est important aussi de préserver son cerveau et sa conscience, parce que si on a un corps qui est en forme et puis notre cerveau qui est détruit ou qui est délétère, c'est évident que c'est très péjoratif et je n'en vois pas trop l'intérêt. Après ça, donc, comment faire pour préserver son cerveau, comment faire pour préserver son esprit, comment faire pour développer sa conscience, c'est des éléments aussi qui rentrent en ligne de compte dans le bien vieillir et le long vieillir. La troisième chose, le point plus suivant, à mon sens, c'est aussi peut-être de mon point de vue, aujourd'hui, c'est le plus fondamental. Et c'est toujours celui qui est présenté en dernier, alors que ça devrait être toujours celui qui est présenté en premier. Parce que nous sommes doués d'une conscience et quelque part d'une âme. Nous sommes des êtres aussi qui sont des êtres spirituels. Donc il y a aussi besoin de les nourrir, de les développer. Et donc, et ça, c'est, je dirais,
pratiquement, je vous expliquerai quand on sera sur ce niveau-là, c'est pratiquement le primum movens, l'origine première. Donc, qu'est-ce que ça consiste en quoi? C'est simplement rechercher le sens de la vie en général et le sens de notre vie en particulier. Donc ça, c'est vraiment important et c'est là que on a développé, on avait commencé à faire les choses d'une manière embryonnaire dans l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ce protocole ARM. Et puis là, je vais vous faire bénéficier aussi de toutes ces nouveautés qui se sont développées et aujourd'hui qui se développent d'une manière importante. Et je vous parlerai un petit peu de l'avenir également, qui est assez troublant également. Alors, ce qui est intéressant aussi, déjà, avant de commencer, c'est de se dire, OK, nous avons un âge chronologique, évidemment, lié à notre date de naissance, c'est évident, mais quel est notre âge réel? Quel est notre âge biologique? Alors, vous savez, vous avez aujourd'hui, on en retrouve sur Internet, on en retrouve un petit peu partout, on a des questionnaires qui permettent déjà de déterminer notre âge biologique, de voir si on est plus jeune ou plus vieux que notre âge chronologique. Et puis, on s'est aperçu que les médecins aussi, d'une manière professionnelle, je dirais, d'une manière avec l'expérience, rien qu'à voir leurs patients, leur âge, l'âge apparent des patients, plus l'état de santé, bien sûr que des patients, leur pathologie, leurs antécédents, etc., eh bien, arrivent à déterminer simplement à partir de ça déjà un âge biologique. On s'est aperçu que l'âge biologique que donnaient les médecins par rapport à l'âge apparent que donnait le patient plus le dossier médical, ça leur permettait quand même d'avoir un âge, de déterminer un âge biologique qui était assez proche de la réalité. Et puis donc ça c'était le côté, je dirais, extérieur, mais aussi on a le côté plutôt intérieur. C'est de se dire, à quel âge se sent-on? Comment se sent-on vieux? Quel âge on va se sentir vieux? Et là, en France, on a fait un sondage, et ce sondage, en fin de compte, la majorité des Français considèrent qu'on se sent vieux, qu'on est vieux à partir de l'âge de 69 ans. Alors c'est vrai que selon les pays, cet âge n'est pas tout à fait le même, il varie un petit peu en fonction des cultures, mais en plus, 69 ans c'est la moyenne, mais ça va varier aussi en fonction de l'âge. C'est sûr que les jeunes, donne un âge de vieux plus tôt, et puis plus on avance en âge, et plus cet âge où on se sent vieux a tendance à reculer. Mais en moyenne, c'est 69 ans. Mais et ça, c'est important déjà à noter dans votre tête, c'est que il faut faire attention à ne pas se programmer. Parce que j'ai rencontré encore tout dernièrement un monsieur qui était complètement déprimé parce qu'il était en train de fêter ses 70 ans. Parce que pour lui, 70 ans, c'était l'âge où on était vieux. Et donc ça, c'était terrible parce qu'en fait, il était le même qu'à 69 ou à 68 ans. Il n'avait pas plus de problèmes de pathologie et ça. Mais psychologiquement, il s'était dit, à 70 ans, on est vieux. Et donc, quelque part, il se programme dans sa tête que je suis vieux parce que j'ai 70 ans. Et bingo, ça va retentir sur le corps. Aussi bien la pensée positive retentit bénéfiquement, mais la pensée négative aussi. Et là, quelque part, on se fait des programmations. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et c'est extrêmement important de ne pas tomber dans ce genre de programme, etc. Alors, après ça, on se dit, OK, on va faire un sondage également au niveau des personnes, en disant, OK, vous avez tel âge, est-ce que vous vous sentez vraiment l'âge de vos artères, je dirais, l'âge chronologique, ou est-ce que vous vous sentez plus jeune? Et en fin de compte, à partir jusqu'à 30 ans, on se sent à peu près l'âge, on se donne à peu près l'âge chronologique. Mais à partir de 30 ans, eh bien, on se sent toujours moins âgé que notre âge chronologique. Et de temps en temps, il peut y avoir un écart jusqu'à 10 ans. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont 70 ans et qui se ressentent encore de 60 ans, voire même de 50 ans, etc. Donc, il y a beaucoup, on se sent plus jeune que ce que l'on est réellement. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Il faut garder déjà ça dans l'esprit parce que c'est vrai que moi, maintenant, j'ai plus assez de doigts pour compter le nombre d'années que j'ai et je ne fais aucun effort pour le retenir parce que je me sens bien, je me sens jeune, je me sens en forme, je me sens prêt à faire des choses. Je sens bien que je fais moins les choses que je pouvais faire autrefois. Je vois bien que j'ai les cheveux qui grisonnent. Je vois bien que la vue est plus au top, etc. Mais je me sens toujours jeune.
jeune et je me sens toujours prêt et j'ai pas du tout envie de me classifier comme étant un vieux et c'est déjà, on vieillit déjà dans la tête et donc ça c'est vraiment important et de se sentir plus jeune que son âge chronologique est toujours une bonne chose. Après ça, vous avez l'espérance de vie. Alors l'espérance de vie, normalement, après les certains écrits, etc., nous serions programmés pour vivre 120 ans. Vous savez, Jeanne Calment, notre doyenne, la doyenne de l'humanité, elle est morte à 122 ans. Mais seulement 120 ans, c'est dans les écrits, mais il semblerait qu'il y a vraiment ce qu'on appelle un plafond de verre, c'est-à-dire le top. Le top, ce serait pour les femmes, c'est 115 ans,7, et pour les hommes, ce serait 114 ans,1. Donc c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. On n'est pas à 120, mais 115, 114, bon, on va pas trop chiconner, hein, je pense. Mais l'espérance de vie actuelle, comparativement à ce plafond de verre, vous voyez, les femmes, le plafond de verre, c'est 115 ans. Et aujourd'hui, l'espérance des femmes en France, c'est de 85 ans,4. Donc il y a 30 ans pratiquement d'écart. Après ça, chez les hommes, c'est 79 ans au lieu des 114 ans. Donc, mais seulement, ça c'était l'espérance de vie en 2019. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce processus de vieillissement aussi, il se fait progressivement. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, jusqu'à 20 ans, on est dans la progression. Notre corps se développe. On est en train de développer sa force musculaire. On est en train de développer ses compétences psychologiques, etc. Et quelque part, entre 20 et 30 ans, on est au top. On est au top. Hein, ça, c'est clair. Et puis, entre 30 et 50 ans, il y a des choses qui commencent à se dégrader un petit peu. Mais comme on est en général bien actif, etc., on s'en aperçoit pas ou peu, etc. Mais par contre, il y a des petits trucs qui peuvent alerter. Par exemple, à 40 ans, il y a souvent les yeux qui commencent à fatiguer. On peut s'apercevoir qu'on a déjà besoin de lunettes. On s'aperçoit des petits trucs comme ça. Mais entre 30 et 50 ans, on s'en aperçoit pas beaucoup. 50 ans, c'est souvent déjà une première charnière. Bon, chez les femmes, c'est encore plus évident parce qu'elles ont la ménopause, qui est toujours une période de transition, qui est plus ou moins bien vécue. Après ça, il y a les tensions, la tension artérielle qui peut changer, le cholestérol, le poids. Il y a la sédentarité qui arrive et la prise de poids, l'arthrose qui accompagne des ralentissements du métabolisme qui fait, par exemple, que quand on a une cicatrisation, la cicatrisation se fait plus lentement que quand on a 20 ans, et encore plus, regardez un bébé, un jeune enfant de 2-3 ans, elle a une plaie, c'est cicatrisé en quelques jours, alors que nous, il va falloir peut-être une semaine ou 15 jours avec les années. Après ça, c'est aussi l'immunité. Arrivé à un autre stade, une autre étape également, c'est vers la soixantaine. À partir de la soixantaine, commencent vraiment un peu plus les maladies chroniques, hein, un peu comme les hypertensions, comme les cholestérols, comme les problèmes cardiovasculaires, etc. Donc, arrivent les maladies. Et puis, à partir de 70 ans, peut commencer les pertes d'autonomie. Donc là aussi, ce qui est aussi un élément sur lequel il faut travailler de le plus rapidement possible pour qu'on conserve le plus possible cette autonomie qui nous permet de vivre, de nous déplacer, de voyager, de rencontrer des choses et de continuer de prendre la vie à plein poumon. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que au travers ça, l'espérance de vie a continué d'évoluer, commencé à augmenter à partir des années 50, 1950. Et ça a continué de progresser d'une manière constante depuis 1950. En grande partie par le développement de l'hygiène, en grande partie par le développement de la médecine, en particulier avec les antibiotiques contre les infections, parce que au début du XXe siècle, en France, la plupart des décès étaient liés à la syphilis et à la tuberculose. Alors évidemment, l'arrivée des antibiotiques a changé la donne. Après ça est apparu les maladies cardiovasculaires. La médecine a bien développé tous ces facteurs aussi contre les maladies cardiovasculaires et donc les développements de l'hygiène, de la médecine et surtout aussi une alimentation. Et de l'alimentation a permis de lutter contre ces morts prématurées et donc augmenter l'espérance de vie. Parce que l'alimentation, il faut bien comprendre que après la Deuxième Guerre mondiale, en fin de compte,
on a développé l'industrie, l'alimentation industrielle, je dirais, l'agroalimentaire. Donc, mais aujourd'hui, on la montre un petit peu du doigt à cause des pesticides, à cause des engrais, à cause de tout ça. Mais il ne faut pas oublier malgré tout qu'après la guerre, cette industrie agroalimentaire nous a permis de supprimer les périodes de famine qui pouvaient exister encore en France à certaines périodes. Donc déjà, il n'y avait plus cette période. Donc on a toute cette période, on a travaillé sur la quantité alimentaire. Donc maintenant, on est pratiquement avec les surplus agricoles, et mais maintenant, il va falloir travailler davantage sur la qualité alimentaire, vous l'avez compris. Alors l'espérance de vie a continué d'augmenter. Donc c'est une espérance de vie, elle a pratiquement doublé, notre espérance de vie en France a pratiquement doublé en l'espace de 200 ans. Donc vous imaginez, on a gagné 2 ans tous les 10 ans. C'est quand même extraordinaire. Mais aujourd'hui, malgré tout, cette espérance de vie qui n'a cessé de progresser depuis 1950, elle marque le pas. Elle marque le pas, et donc c'est en particulier, elle s'est arrêtée aux États-Unis depuis 2010, et même elle a commencé à diminuer chez l'homme, l'espérance de vie a diminué depuis 2014. Les raisons, il y en a 3. On a mis beaucoup en avant les overdoses de drogue, etc. Il y a beaucoup de morts par overdose aux États-Unis. Maintenant, ça commence à arriver d'une manière importante en France. Les suicides, de plus en plus nombreux. Et puis enfin, le surpoids, l'obésité, qui est responsable aussi de plein de maladies, et qu'une forte obésité peut diminuer l'espérance de vie jusqu'à 10 ans. C'est énorme. Donc, maintenant, au lieu de parler de l'espérance de vie, on va parler de l'espérance de vie en bonne santé. Et ça, c'est intéressant. Ça, on a, par exemple, en 2018, on a estimé que pour les femmes, l'espérance de vie en bonne santé allait jusqu'à 64 ans,5. Donc ça veut dire que 64 ans,5, ça veut dire qu'elle avait encore 20 ans à vivre après ça, mais elle commençait à avoir des problèmes de santé. Chez l'homme, c'est 63 ans,4, donc ça veut dire qu'il a encore 13 ans à vivre. Et donc les 16 ans à vivre. Les 16 dernières années vont être marquées par un certain nombre de troubles, de maladies. Donc c'est pour ça qu'il est important de développer son bien vieillir également. Son bien vieillir, parce que vivre vieux, c'est bien, mais vivre en bonne santé, c'est mieux. Et puis aussi, vous savez, il y a aussi la notion de se dire, plutôt que de rallonger la vieillesse, et si on rallongeait la jeunesse? Voilà. Donc c'est un bon challenge, et c'est le challenge que j'ai relevé en développant ce qu'on appelle le projet ARP. Le projet ARP. Parce que l'allongement de la vie, elle s'accompagne de plein de maladies. Donc plus on vieillit, et plus on va développer des maladies chroniques avec une perte d'autonomie, etc. Aujourd'hui, par exemple, en France, on est à peu près, disons, un peu moins de 70 millions, eh bien, il y a 10 millions de personnes qui sont ALD, c'est-à-dire aux affections longue durée au niveau de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes qui ont une maladie chronique. Et en plus, ces ALD ne prennent pas en compte un grand nombre de pathologies également chroniques, comme peuvent être l'arthrose, les migraines ou les allergies. Donc, si vous voulez, ces ALD, elles vont prendre en cause les diabètes, les maladies cardiovasculaires ou psychiatriques, mais il y a plein d'autres maladies, il y a même le stress, 30% de la population est atteint par le stress, les dépressions qui touchent 10% de la population. Enfin, ça vous montre un petit peu le nombre de maladies chroniques qu'il peut y avoir dans notre vie. Donc, les maladies sont en augmentation, évidemment. Plus on vieillit et plus les maladies ont tendance à apparaître, et malheureusement, on peut très bien avoir un diabète et une hypertension, on peut très bien avoir une allergie, un problème de côlon et un problème de cholestérol. Donc, si vous voulez, malheureusement, ça peut s'additionner. Mais ce nombre de maladies sont en augmentation avec l'âge. Or, aujourd'hui, après ça, il y a 9,5% des Français qui ont plus de 75 ans. Mais en 2020, ce sera 12%. Et en 2030, ce sera 15%. Donc, vous voyez l'augmentation de ce nombre de populations vieillissantes. Et donc, il faut vraiment travailler pour prévenir justement c'est ça. Et c'est pour ça que le protocole ARP que je vous propose, plus on va le mettre en place tôt dans sa vie, et plus on va avoir des répercussions intéressantes sur le bien vieillir et le long vieillir. Mais
ne désespérez pas non plus, vous autres qui m'écoutez et qui avez peut-être quelques années beaucoup plus avancées, eh bien, ce protocole ARM est valable à tous les âges de la vie. Tous les âges de la vie. Il y a toujours des bénéfices par rapport à ce protocole ARM dont je vais vous parler. Alors, le protocole ARM, c'est quoi? ARM, c'est A-M-E-S. Donc, le premier pilier, c'est A, c'est l'alimentation. A comme alimentation. Comme je vous l'ai dit, on en parle beaucoup, c'est important, mais c'est pas forcément le plus important. Mais c'est évident que c'est un élément important. Le deuxième, c'est M. M, c'est comme mode de vie. Mode de vie, donc c'est tout ce qu'il va falloir regarder par rapport à la sédentarité, par rapport à la pollution, par rapport aux addictions. Quel est le meilleur mode de vie qu'on peut avoir aujourd'hui? Je vous dis tout de suite, moi, vous savez, dans mon cabinet médical, je disais toujours, il est interdit d'interdire. Donc, il y a un mode de vie sain qui doit être utilisé un petit peu dans la vie de tous les jours, mais c'est évident qu'on a tout à fait le droit, et c'est même conseillé, de se faire des petits écarts et de se faire plaisir. Ça fait partie des plaisirs de la vie et il ne faut pas s'en priver. Mais ça n'empêche qu'on fait un écart, il faut revenir à ce moment-là, il faut que les écarts soient, je dirais, pas exceptionnel, mais qui ne soit pas tous les jours, pas trop fréquent non plus, mais il faut revenir à ce moment-là au mode de vie sain, à une alimentation équilibrée, mais des petits écarts de temps en temps, c'est la vie, nous sommes des humains. Après ça, nous avons le troisième, on a vu A, M, E maintenant. E, c'est esprit, état d'esprit. Parce que, comme je vous l'ai dit déjà, vieillir, c'est déjà dans sa tête. Donc c'est déjà très important à considérer ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont vieilles déjà à 20 ans. Et puis il y en a d'autres, ils sont jeunes à 80 ans. Donc c'est vrai que c'est un état d'esprit qui est important. Donc il va falloir aussi travailler sur cet état d'esprit, travailler sur le stress, sur l'anxiété, sur les pensées négatives et sur bien d'autres choses dont je vous parlerai. Enfin, le quatrième pilier, c'est S. S, c'est sens, recherche de sens dans sa vie, recherche de sens dans la vie. Et je vous expliquerai comment cette recherche de sens est très importante et on a même vu qu'elle intervenait en particulier sur certaines maladies et sur le bien-être et le bien vieillir. Et quelque part, au travers du recherche de sens de la vie, on peut parler aussi du S comme spiritualité également. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a des études maintenant qui nous montrent le bien fondé aussi de cette recherche de sens. Et pour moi, vous voyez, j'ai A, M, E, S. Et donc, on peut dire c'est le dernier point. Mais moi, si j'avais tendance à le montrer comme dans l'ordre d'importance, j'inverserais, au lieu de faire A-M-E-S, je ferais S-E-M-A. Donc, ce serait plutôt le protocole SEMA. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est le départ, le principal, c'est d'être bien dans sa vie, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans ce que l'on fait, d'être bien dans son état de conscience, etc. Et je dirais quelque part, à partir du moment où on a cet esprit, cet état de conscience, cette ouverture de l'esprit sur le monde et sur une vision holistique de la vie, d'un seul coup, le corps y suit. Donc, j'aurais tendance à inverser, mais on va rester quand même dans le projet ARM. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on étudie, dans tout ce qu'on voit à peu près, on a toujours l'alimentation qui est présentée en premier avec le mode de vie. Bon, alors je vais pas déroger à la règle, mais rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Moi, je parlerai plutôt du protocole SEMA, S-E-M-A. Voilà.